journal signé Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La stupeur et la consternation en Espagne. La colère aussi après l'attaque à la machette qui a fait un mort et un blessé hier soir à Algeciras dans le sud du pays. L'assaillant qui a été interpellé a agressé 2 hommes d'église à quelques minutes d'intervalle. Un sacristain est mort. Un choc et une tragédie pour ce proche de la victime. C'est vraiment triste pour Diego. C'est vraiment une personne formidable, une personne très chère à la paroisse d'Algeciras. C'est une nouvelle tellement triste. Le témoignage d'un proche de ce sacristain tué hier soir à Algeciras en Espagne. Le parquet a ouvert une enquête pour des faits de terrorisme. Que sait-on sur le profil de cet assaillant ce matin, Dimitri Vernet? Eh bien, l'auteur de cette attaque est un Marocain de 25 ans en situation irrégulière, déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Il est 18h hier soir quand l'assaillant se rend dans la paroisse de San Isidro. Une dispute très violente éclate avec le prêtre. L'agresseur lui reproche sa foi catholique non authentique selon lui. Il part, puis revient quelques minutes plus tard, vêtu d'une djellaba, armé d'une machette, s'attaque directement au prêtre, le blessant au cou. Ensuite, il se rend dans une autre église à proximité, tente de détruire l'autel et poignarde à mort le sacristain qui tentait de prendre la fuite. La police alertée réussit à l'interpeller, l'identifie, c'est un sans-papier qui n'avait rien à faire sur le sol espagnol. Dimitri Vernet. Et même s'il faut se garder de relier les faits entre eux, il y a une succession d'agressions qui interrogent. En Allemagne, 2 personnes ont été tuées, 7 autres blessées lors d'une attaque au couteau dans un train régional. L'assaillant d'origine palestinienne a été interpellé. Puis en France, les autorités renforcent la surveillance des églises à Paris après une nouvelle tentative d'incendie mardi dans le 10e arrondissement, la 3e depuis début janvier. La France, par ailleurs, 2e porte d'entrée en Europe derrière l'Allemagne. Concernant les demandeurs d'asile, jamais la demande n'avait été aussi forte. Plus de 154 000 l'an dernier, 16% de plus qu'en 2021. Chiffres officiels publiés ce matin par nos confrères du Figaro. Si on élargit à l'ensemble des pays européens, le phénomène est sans précédent, confie un haut magistrat. Près d'1 million de demandes en 2022. Il est 7h03, passons à la réforme des retraites. Les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement en attendant la grande journée de mobilisation du 31 janvier. Toutefois, certains s'interrogent sur la stratégie à suivre. 2 lignes se dessinent, la CGT et FO d'un côté, partisans d'une grève reconductible, la CFDT de l'autre, plus prudente, elle craint un retournement de l'opinion en cas de blocage du pays. Les principaux leaders syndicaux ont été reçus hier à l'Assemblée, ils étaient tous ensemble, mais les premières tensions sont apparues entre les radicaux et les réformistes. Barthélémy Philippe. Oui, on a vu ressurgir la rivalité entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Certes, les leaders de la CGT et de la CFDT luttent ensemble contre la réforme des retraites, mais les fractures n'ont pas disparu. Philippe Martinez assume les préavis de grève reconductibles à la SNCF à l'appel de son syndicat, tout comme les blocages dans les raffineries de pétrole. On a invité nos organisations dans les départements, dans les professions, à faire des actions entre le 19 et le 31. C'est normal que les premiers dirigeants s'inscrivent dans ce qu'ils ont proposé. L'important, c'est les manifestations et les grèves pour faire plier le gouvernement. Stratégie opposée pour Laurent Berger qui refuse de durcir le mouvement. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT? Non. Pour autant, là, on est unis pour dire qu'on ne veut pas des 64 ans. La CFDT, elle ne cautionne pas les coupures de courant. Elle n'est pas pour appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. Selon un dernier sondage, 64% des Français soutiennent le mouvement. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Des grèves, il y en aura déjà aujourd'hui dans les ports, les docks, les raffineries et les centrales électriques à l'appel de la CGT. La France va-t-elle à son tour livrer des chars lourds à l'Ukraine? L'exécutif réfléchit toujours. La première ministre l'a redit hier devant le Sénat. Paris étudie la possibilité d'envoyer ce fleuron de l'armée de terre. On parle d'un escadron de 14 blindés. L'Ukraine serait cependant moins sûre d'en vouloir à tout prix depuis la décision de Washington et Berlin. Américains et Allemands vont envoyer leurs chars lourds Abrams et Léopard. William Molinier, au-delà du nombre, ces blindés peuvent-ils faire la différence ? Eh bien d'abord, cela va permettre à l'armée ukrainienne de régénérer ses stocks. Elle est partie dans la guerre il y a près d'1 an avec 2000 chars, certains de fabrication soviétique, donc anciens. Mais depuis l'invasion russe, la moitié a été détruite. Kiev va donc retrouver une puissance de feu indéniable, d'autant que les chars occidentaux promis peuvent tirer pour certains d'entre eux jusqu'à 4 km de distance, contre 3 km pour les blindés russes. Pour autant, la question centrale reste le nombre de chars disponibles. Les Occidentaux ne concéderont pas la totalité de leur stock. Ils se sont engagés sur une
une centaine d'unités quand les Ukrainiens en réclament 300 pour pouvoir contrer le Kremlin sur le champ de bataille. Cette promesse de livraison conforte surtout les Ukrainiens du soutien occidental. Une source militaire s'interroge. Après les chars, quelle sera la prochaine étape ? Sans doute les avions de combat, entrevoit-elle. Les chasseurs américains F-35, très convoités par Kiev depuis le début de la guerre. Armement qui jusqu'à présent a toujours été refusé en raison du risque d'escalade. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Côté russe, on prévient déjà les Occidentaux. C'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers une nouvelle confrontation, estime l'ambassadeur russe à Berlin. Et après le débat sur la fourniture de chars, un autre est sur le point de s'ouvrir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame désormais des missiles longue portée et des avions de chasse aux Occidentaux. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump fait son retour sur les réseaux sociaux. Eh oui, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, annonce la fin de la suspension des comptes de l'ex-président. 2 ans après en avoir été chassé, le banni Donald Trump peut revenir. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, 2 plateformes sur lesquelles Donald Trump a des centaines de millions d'abonnés. 2 ans après les émeutes du Capitole, Meta estime que le risque pour la sécurité s'est suffisamment réduit et ne veut pas entraver le débat public. Les citoyens doivent pouvoir entendre ce que disent les hommes politiques, le bon comme le mauvais. Mais Meta prévient, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Nous agissons quand il y a un risque de préjudice dans le monde réel. De son côté, Donald Trump a réagi sur sa propre plateforme Truth Social. Une telle suspension ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice. Ce retour est en tout cas une bonne nouvelle pour l'ancien chef de l'État, désormais en campagne en vue de 2024. Son compte Twitter a déjà été rétabli en novembre, même s'il est resté silencieux depuis. Et dans les prochaines semaines, il pourra publier sur Instagram et Facebook des réseaux sociaux qui devraient à nouveau lui servir de mégaphone, comme lors de sa victoire en 2016. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis les sports, le monde du handball français secoué par l'affaire Bruno Martini. Le président de la Ligue nationale de handball a démissionné de ses fonctions suite à sa condamnation hier à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. En revanche, sur le plan sportif, alors là, excellente nouvelle. Les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales du mondial de handball. Ils vont disputer leur 5e demi consécutif dans un championnat du monde. Performance remarquable, mais ils ont un peu souffert hier face à l'Allemagne en dépit du score. 35-28, Martin Lange. Oui, il aura fallu une mi-temps aux Bleus pour prendre la mesure des Allemands. En échec face aux gardiens, apathique en défense, l'équipe de France a couru derrière le score pendant 30 minutes. Mais un homme a tout changé, Rémi Desbonnets, le gardien remplaçant des Bleus, auteur de 14 arrêts. Il a littéralement écœuré les attaquants allemands. Un vrai conte de fées pour cet homme de l'ombre. C'est incroyable, je pense que c'est de ce dont on rêve quand on est gamin et qu'on rentre dans la salle de hand pour la première fois, c'est de faire comme les joueurs de l'équipe de France. Mais les Bleus ne vont pas en profiter beaucoup. Dès ce matin, c'est un nouveau transfert qui les attend, direction Stockholm. C'est déjà la 3e fois depuis le début de la compétition que la délégation déménage. Pas franchement idéal selon Nicolas Karabatic. On a ce transfert-là avec un match hyper tard après qui a été décalé avec les prolongations. Donc c'est sûr que c'est pas du tout pas top pour la récup, ça c'est clair. Et pour préparer un nouveau choc, demain ce sont les Suédois, champions d'Europe en titre, qui se dresseront face aux Bleus. Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 sur ce championnat du monde dont Europe 1 est la radio officielle, faut-il le rappeler. Tiens, je vous donne le programme de l'autre demi-finale. Ce sera le Danemark face à l'Espagne. On n'a pas encore les horaires. Ah oui. Espagne-Norvège en quart de finale. Hier, c'était un match incroyable. Ça s'est joué. Il y a eu 2 prolongations. Enfin bref, que de belles affiches. Et ce sera à vivre évidemment ce soir dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup Christophe Lamar. Allez, dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito éco Nicolas Bouzou nous parlera du coup de maître de Microsoft. Microsoft qu'on croyait largement dépassé, ringardisé par Google et autres méta. Et bien, ils ont du flair. Ils ont misé gros sur ChatGPT et ça paye. Il va nous expliquer tout ça. On parlera aussi bande dessinée dans Le Jour où. Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme, babois, mégalomane, flibustian. Oui, on en parlera plus gentiment. C'est l'ouverture ce jour du festival de BD d'Angoulême. Allez, dans un instant, le coût des catastrophes climatiques en France en 2022. La facture bat tous les records. À tout de suite.